Ça, c'est au cas où l'enregistrement ne fonctionne pas. Enfin. Alors, je me lance comme ça, à brûle-pourpoint, de but en blanc. Je vais quand même te Bon, présenter. ça semble plus convenable, oui. Donne-moi Oui. Alors bon, il s'agit de Christian Roy, qui est mon collaborateur depuis pas mal d'années dans la réflexion. Et donc on a travaillé 6 ans de temps et on a beaucoup discuté et tout ça. Tant et si bien que on a fini par produire ce cours. Et bon, Christian est PhD en histoire, il est donc historien des mentalités. Il s'intéresse beaucoup à l'art, hein, c'est un critique d'art qui publie fréquemment dans les diverses revues. Et bon, il s'intéresse également à toutes les formes de pensée possibles, y compris la psychanalyse. Et enfin, c'est un traducteur hors pair. Il doit connaître je ne sais pas combien de langues desquelles il traduit vers le français très aisément. Donc voilà le panorama de Christian. Et il va nous parler cette année de la fin du 19e et du 20e siècle, des changements qui ont eu lieu pendant ce siècle et demi dans la mentalité. Évidemment, on va aussi parler des changements politiques qui sont le reflet des changements de mentalité, mais ce qui compte évidemment, c'est les changements de mentalité pendant ce siècle et demi qui nous précède immédiatement. Voilà. Alors, je vais enchaîner en précisant un peu davantage ce que je viens faire dans cette galère alors que j'ai aucune formation en psychanalyse. Et que je suis comme une sorte de franc-tireur de toutes les disciplines, même si ma formation est en histoire, je suis rattaché à aucune espèce d'institution, et quand je le suis, c'est dans des choses qui sont en dehors de ma discipline. Alors, mais il y a quand même des éléments que, en fait, en préparant de ce cours, ça m'a aidé à me situer quelle est ma place dans le champ des savoirs. Et finalement, j'en suis venu à me rattacher à ce qu'on appelle l'anthropologie historique. Et je vous explique un peu ce que c'est pour savoir qu'est-ce que peut être mon apport à ce séminaire. Donc, il s'agirait d'une discipline tributaire et distincte de ce qu'on appelle l'anthropologie philosophique, qui est une discipline allemande du début du XXe siècle, donc qui concerne l'homme en général, donc en termes philosophiques, et en même temps, de l'autre côté, de l'anthropologie culturelle, donc anthropologie proprement dite, anglo-saxonne la moitié du XXe siècle, en gros, qui se préoccupe de la diversité humaine. Donc on a de côté l'homme en général, la diversité humaine. Et l'anthropologie historique, en fait, se rattache de plus près, probablement, à l'histoire des mentalités, donc une discipline française, la fin du XXe siècle. Donc, en fait, c'est pas tant une discipline scientifique comme telle qu'un effort transdisciplinaire de dépasser l'idée universelle d'une norme anthropologique abstraite en historicisant à la fois les objets et les thèmes et les perspectives où ils sont étudiés. Donc, en fait, c'est une discipline qui a été comme impulsée ou conceptualisée à partir de l'Allemagne, à partir de la fin du siècle dernier, dans la foulée d'une dizaine de colloques internationaux sur le thème du corps, abordés sous l'angle de la dyade logique et passion dans les années 80.
à mon insu, j'étais alors étudiant moi, de mon côté, j'étais étudiant à McGill à l'époque et j'étais mêlé de près, tout à fait indépendamment, à la réception anglo-saxonne de l'histoire des mentalités françaises issues de l'école des Annales, dans une perspective qui mettait précisément de l'avant la dimension somatique des évolutions culturelles. Donc, sans le savoir, j'avais déjà une affinité d'approche avec l'anthropologie historique qui commençait à se dessiner de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, ayant été par hasard au début du 21e siècle l'un des traducteurs de l'allemand chez l'Harmattan du grand traité d'anthropologie historique, philosophie, histoire, culture, donc j'ai traduit plusieurs des articles de cet énorme volume. Donc je me suis rendu compte qu'en fait j'avais toujours fait de l'anthropologie historique sans le savoir, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Donc, et de ce point de vue, il faut préciser, en fait, la nature un peu de notre tandem avec Karim, c'est qu'il y a une sorte de contraste et de contrepoint fructueux entre nous, dans ce sens où je suis pas je suis pas tributaire de la psychanalyse, et bon, en tant qu'historien, je le vois comme un phénomène historique, ou voire un symptôme historique, ou un grand récit comme un autre. Moi, je me rappelle toujours, au temps de mes études, il y avait un ce qu'on appelle les Freud Scholars, sont des spécialistes du déboulonnage de Freud. Il y en avait déjà à cette époque. Je ne sais pas plus lequel c'était, peut-être Soloway. Il était venu en visite à Montréal. Il avait dit, il y avait eu cette phrase, on dit, on pense, il semble aller de soi que quand on lit Proust, il faut l'analyser à la lumière de Freud, mais on pourrait très bien faire l'inverse, parce qu'on pourrait analyser Freud à la lumière de Proust. C'est parce que c'est deux grands récits. L'un n'est pas forcément plus scientifique que l'autre, mais les deux sont très intéressants. Et en fait, quand on sait que Proust était profondément et consciemment enraciné dans une pratique psychothérapeutique antérieure à Freud, cette phrase prend tout son sens. On le connaît par notre collègue Edouard Bizoub, dont je ne saurais assez vous recommander la lecture du petit chef-d'œuvre Proust et le moi divisé, qui montre tout ce continent perdu de la psychothérapie somatique d'avant Freud, avant le primat de la parole et du discours. Et bon, évidemment, Proust prend tout son sens à la lumière de ça, et on peut très facilement retourner la perspective, mettre Freud sur le divan de Proust, capitonné en l'occurrence. Bon. Donc, c'est ça. Donc, la question que je me pose à propos de la psychanalyse, ou que la perspective un petit peu sceptique mais ouverte d'esprit que j'ai, c'est un peu celle qu'on pourrait avoir par rapport à Marx, par exemple. Il dit des choses extrêmement pertinentes sur la société de son temps, mais est-ce que ça a une valeur probante pour les périodes qui précèdent ou qui suivent? Ça reste à voir. Et puis c'est un peu le défi, je pense, de ce cours, de voir si la psychanalyse peut survivre à ce test. Évidemment, je ne me place pas du tout d'une perspective clinique, c'est complètement étranger à mon domaine. Apparemment, il faut croire que ça marche dans une certaine mesure, puisqu'il y a des gens qui font leur carrière comme psychanalystes. Alors donc, il y a comme un préjugé favorable qu'on peut avoir. Mais disons, évidemment, moi, mon enjeu est comme essayer de comprendre notre époque. C'est ce que je vais peut-être apprendre à mesure que notre cours se déploie comme en tandem ou en polyphonie. Est-ce que cette question va recevoir une réponse dans un sens ou un autre? Si dans quelle mesure la psychanalyse et à quelles conditions la psychanalyse est-elle pertinente pour la compréhension des 150 ans qu'on vient de vivre et pour l'époque, j'aime à dire, post-humaine qui nous attend. Donc, je me pose un petit peu, en fait, dans ce contexte, comme une sorte de trickster, comme on dit en anthropologie, c'est-à-dire une sorte de fou du roi qui
qui se plaît à inverser ou à déranger les catégories du contexte social ou en l'occurrence épistémologique où il se trouve, mais tout en faisant partie, ayant son rôle dans ce système. C'est donc une sorte d'opposition loyale ou de contraste qu'on peut espérer fructueux. Donc, je précise un peu, ce qui m'a frappé en entendant la leçon inaugurale de Karim, c'est une autre différence d'approche entre nous, c'est à quel point il est matheux, en quelque sorte, de son attrait pour le structuralisme de Lévi-Strauss, c'est une démarche assez étrangère à mon horizon. Et moi, en fait, je me réfère à des penseurs qui souvent sont au départ des critiques littéraires, comme René Girard ou Marshall McLuhan. Donc, j'ai une approche quasiment esthétique des choses. Je suis sensible à ce que, McLuhan appellerait des patterns, disons, des résonances formelles entre différents phénomènes et ordres de phénomènes, sans nécessairement chercher à les mettre dans des grilles, établir et d'avoir des relations mathématiques entre eux, c'est peut-être une approche un petit peu plus intuitive, mais enfin, ça va dans la même direction, c'est quand même de sérier les phénomènes, et puis, donc c'est des petites nuances pour un peu vous préparer à l'espèce de contrepoint qui va s'établir entre nos deux séries de leçons. Karim disait que c'est 7 leçons en plus de la leçon inaugurale. Est-ce que c'est ça? Oui. Oui, alors c'est ça. J'ai comme réajusté mon programme pour que ça coïncide, parce que sans ça aurait légèrement dépassé. Alors, j'avais prévu pour les premières leçons d'avoir des sessions, des leçons distinctes pour consacrer à ces autres références théoriques que j'aurais mises en jeu. En l'occurrence, la pensée du don autour de Marcel Mauss, et puis la théorie mimétique autour de René Girard, la sociologie sacrée de Georges Bataille, mais finalement, je pense que je vais réintégrer ça à la progression comme chronologique de mon récit. Je vais avoir je vais avoir des leçons suite à celle-ci, en tout cas durant la première session, qui vont être en gros moitié-moitié entre une partie historique puis une partie théorique où j'introduis ces penseurs à partir du moment à peu près où leur pensée devient utile à la compréhension de ce qui se passe à ce moment de l'histoire. Et à travers ça, il va y avoir aussi des présentations de films qui vont être aussi à peu près coordonnées avec l'évolution chronologique du récit historique que je vais vous faire. Ça va commencer avec... je vais peut-être... c'est ça, je vais passer rapidement sur les films prévus. Donc, qui vont commencer avec des films franchement historiques. Et au milieu, en l'occurrence, ça va être Le Guépard de Luchino Visconti. C'est la problématique du 19e siècle. Ensuite, un petit film trop peu connu de quelqu'un qui est surtout connu comme acteur, George C. Scott, The Savage is Loose, une histoire de naufrage d'une famille qui se retrouve très longtemps sur une île déserte avant la Grande Guerre, avec les situations édipiennes à laquelle une sorte de trio édipien. Et ça se passe en même temps, c'est situé en 1912, en même temps que Totem et Tabou. Je trouvais ça trop parfait. Alors, ça fait 30-40 ans que j'ai pas vu ça, mais il faudra se le procurer. Je pense que ça serait très fructueux. Ensuite, il y aura le mât des Alouettes de Paolo et Vittorio Taviani sur le génocide arménien. Donc, la matrice ou le prototype de cette manie du XXe siècle.
Donc, tout en restant dans des contextes historiques, la tonalité va changer un peu avec deux films de Lars von Trier qui sont faits dans le même style, Dogville et Manderley, que j'aime avoir comme des exercices anthropologiques jusque dans leur schématisme qui sont réalisés dans des décors invisibles, des tracés sur le sol. Donc, j'aime avoir ça comme une façon de voir au-delà de l'anecdote en contexte historique les structures anthropologiques. Donc, on aurait ça au milieu de l'année. Ensuite, on reviendrait à des analyses sociales dans les époques d'après-guerre, dans des cadres familiales. Nord-américain, avec Far From Heaven de Todd Haynes, situé dans les années 50, et ensuite The Ice Storm de Ang Lee, situé dans les années 70. Et donc, on terminerait avec une situation quasi clinique, en fait. C'est dépeinte dans une liaison pornographique de Frédéric Fontaine, où c'est les deux protagonistes de la dite liaison qui s'expliquent chacun à la caméra. Bon, une situation d'enquête, on ne sait pas s'il est psychothérapeutique ou sociologique, mais ça, finalement, en partant du grand panorama historique, on se rapproche progressivement de ce qui est pratiquement une situation clinique. Hein. Donc, il y a une structure qui est orientée à la finalité de ce cours dans mon choix et ma séquence de films proposés. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le découpage des périodes historiques parce que c'est assez appelé, je pense, à varier, parce que les choses que je ne pourrais pas caser dans un cours, je vais les décaler au prochain. Comme aujourd'hui, je vais m'estimer chanceux si je m'approche de 1900 et puis peut-être que j'aborderai... En fait, je vais vous montrer le contexte de Freud. Je ne sais pas si je vais plonger dans la naissance de la psychanalyse et notamment l'interprétation des rêves, mais je vais vous montrer ce que c'était le 19e siècle dont est sorti, en fin de course, la psychanalyse. Donc, comme un premier exemple de ma méthode, si j'ose dire, ou mon approche analogique, c'est que je trouve extrêmement suggestive l'expression qu'a Freud dans ses nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse de 1915, je crois, quand il parle de l'inconscient comme d'une chaudière pleine d'excitation bouillonnante. À mon avis, c'est une image qui est vraiment de son époque, ou en tout cas de l'époque où Freud a été formé, c'est-à-dire la révolution industrielle, quoi, l'âge de la vapeur. Hein? Cette idée que d'avoir ce rapport à la réalité et en l'occurrence même intime comme une sorte de réservoir, ce réservoir rempli d'une substance indifférenciée mais pleine d'énergie qui cherche des débouchés qu'on peut capter, canaliser ou qui risque de s'échapper ou d'exploser si on ne sait pas la canaliser. C'est le paradigme de la révolution industrielle, c'est le cadre mental de l'homme européen du 19e siècle. Bon, on peut mettre ça en parallèle, mais rien que dans le champ de la psychologie, avec ce que quand Pierre Janet, qui a inventé qui a formulé la notion de subconscient, en parle comme un capital de force et de tension. Ça aussi, c'est une image énergétique du monde industriel. Donc, c'est un paradigme qu'on peut distinguer du paradigme précédent, qui est celui de l'horloge, le monde comme horloge, hein, qui
qui est symbolisé par Newton. Hein. Des actions et réactions qui sont en équilibre bien réglé, si bien que si on sait l'ensemble des conditions de chacun des éléments, on peut déduire en fait toute l'évolution de l'univers. Hein. Donc c'est un peu l'ambition scientifique des Lumières, mais qui est comme rattrapée par la technologie de la vapeur, qui un des facteurs qui amène à penser que c'est en fait un paradigme qui fuit de toutes parts, et si bien qu'on va penser dans des catégories plus dynamiques et plus énergétiques. Bon, ça c'est le paradigme des Lumières, mais il y a des paradigmes encore plus anciens qui survivent à travers l'ère des Lumières, et plus notamment en Europe centrale. Bon, on pourrait appeler ça un paradigme organique de la société prémoderne, où le corps social est réellement vécu comme un corps, ou avec des fonctions différenciées pour chacun des ordres. On ne parle pas de classe à ce moment-là, mais d'ordre. Ou par exemple, sur une terre, on va dire, sur cette terre-là, il y a 700 âmes. Bon, par là, on entend les paysans, donc on se réfère ou les serfs. Ils sont comme rattachés à la terre, mais ils sont caractérisés par le fait d'avoir des âmes. Donc, il y a l'idée de même si en même temps on a un rapport comme instrumental à eux, mais c'est un peu comme un petit peu comme pour un animal, quoi. Il faut en avoir soin dans tous les physiquement, mais en l'occurrence aussi, comme c'est des humains aussi, présumément pour leur âme aussi. Donc c'est un paradigme organique dont on va sortir avec la société, l'économie de marché, où désormais on n'a plus toute la population est constituée de citoyens libres et qui peuvent vendre leur travail librement sur le marché. Donc on a affaire à des salariés avec lesquels au-delà de leur salaire, auxquels on ne doit rien. On n'a pas le souci de leur bien-être au-delà de la transaction à somme nulle. Bon, tu me donnes ta force de travail et je te donne ce montant-là qui correspond à ce qu'elle vaut sur le marché, puis ensuite on est quitte. Hein? Il y a pas le souci qu'on peut avoir par exemple des paysans sur une terre. Il faut avoir l'idée de les maintenir dans des conditions acceptables de survie dans la longue durée. Avec la société de marché, c'est plus nécessaire. On reçoit le travail, la force de travail, ensuite on est quitte. Donc on n'a plus à se soucier en tant que employeur, en l'occurrence de leur survie, de leur âme ou de leur corps. Donc évidemment ça aura les résultats paradoxaux sur le plan théorique, mais qu'on peut imaginer au 19e siècle. Donc la société des citoyens libres du 19e siècle, c'est celle aussi de la prolétarisation forcenée et des conditions de vie absolument inimaginables, finalement de populations de paysans déracinés qui deviennent pire que du bétail dans les usines qui permettent la prospérité des bourgeois qui sont vraiment les grands bénéficiaires de ce processus, et pour lesquels finalement les révolutions libérales à partir de la Révolution française sont faites. C'est pour avoir un système politique basé sur l'accord contractuel entre des citoyens libres qui correspond à la société de marché. Donc, même si le paradigme ici, c'est la liberté civique, socialement,
ça a des effets qui sont loin d'être aussi positifs pour tout le monde. C'est dans ce sens-là que le sociologue Max Weber a pu parler d'une cage d'airain, la cage d'airain de la modernité, qui par l'économie ou aussi par l'état bureaucratique enferme dans des processus impersonnel, d'où l'éthique est évacuée. Il ne reste que des processus et des méthodes. Quand je dis cage d'airain, ça veut dire une sorte de cage de fer, en quelque sorte. Bon, et finalement, il y a un parallèle à faire entre ça, cet appareil social et l'appareil psychique que dégage Freud, en quelque sorte. Il y a une sorte d'économie énergétique dans les deux cas qui se structure en fonction de manipulation d'une force indifférenciée, mais canalisée dans des buts qui sont comme déterminés d'en haut, que ce soit par le management ou par le moi ou le surmoi. À partir d'une base qui elle-même est comme informe mais très puissante. Hein. Que ce soit le prolétariat ou l'inconscient, il y a des analogies entre les parties basses de ces deux appareils. Donc, au 19e siècle, ces processus sociaux que j'ai évoqués ont aussi un effet qui passe sans incidence sur les présupposés de la psychanalyse. C'est la marginalisation du père naturel qui s'accélère avec la dissolution de la production familiale, donc de la famille comme ayant toujours été une sorte de petite entreprise. Bon, on peut s'imaginer une ferme ou même une échoppe d'artisans. C'est une sorte d'entreprise familiale où les parents, les enfants sont tous impliqués. C'est précisément ce que vient détruire la société industrielle, où ça s'est remplacé par un père qui est absent de la maison, qui est à l'usine, et qui en revient tellement épuisé et déprimé qu'il n'est plus qu'une sorte de bête de somme ivrogne, qui dilapide le peu d'argent qu'il gagne, alors que les fonctions restantes de la vie familiale sont partagées entre la mère et les écoles créées par l'État. Donc, il y a une sorte de dislocation de l'économie familiale. Économie, familiale, c'est une sorte de pléonasme parce que economia, c'est la loi, ça veut dire la loi de l'ikos, de la loi du foyer. À l'origine, l'économie, ça désigne l'ensemble, disons, l'ensemble vital qui est, disons, l'équipe, en quelque sorte, qui est d'activité qui permet à une unité familiale de survivre matériellement, pratiquement, et aussi comme unité affective. C'est pas distingué à l'origine. Et c'est précisément ce que, disons, les mutations de l'ère bourgeoise viennent briser avec des distinctions assez nettes entre la sphère publique, la sphère privée, etc. Bon, donc voilà les grandes mutations du 19e siècle. Donc j'ai évoqué un des aspects énergétiques de l'affaire. Donc tout ça, c'est comme ça trouve une sorte de reflet très concret dans la technologie qui est au premier plan dès le début du 19e siècle dans la révolution industrielle, la technologie de la vapeur, la technologie thermique ou calorique. Mais il faudrait aussi mentionner en même temps une découverte scientifique mais non industrielle, donc qui va commencer à se faire sentir beaucoup plus tardivement, mais qui a quand même très tôt des influences sur les représentations qu'ont les hommes de cette époque, dès le début du 19e siècle. Je parle de l'électromagnétisme. Que des gens comme Volta commencent
à découvrir, bon, en faisant des expériences sur les pattes de grenouilles qu'on stimule avec l'électricité, etc., la notion de magnétisme et de mesmérisme. Bon, c'est cette notion de cette énergie fluidique qui parcourt le monde matériel et qui pourtant est plus subtil que l'énergie calorique. En fait, on trouve une sorte de transposition de ça dans les attractions passionnelles irrésistibles du romantisme, qui sont un peu comme qui se présentent en contrepoint du plein déploiement de la logique, disons, utilitaire, atomistique et newtonienne des Lumières. Donc on peut faire un contraste entre la logique atomistique ou mécaniste des Lumières et la logique en quelque sorte ondulatoire ou magnétique et électrique du romantisme. Hein. Quand le jeune Werther a cette attirance irrésistible pour Lotte, et il va même jusqu'à en mourir, et que ça lance la mode des suicides romantiques en Europe, c'est quelque chose qu'on peut mettre en parallèle avec les forces irrésistibles du magnétisme qu'on découvre à la même époque. Donc, avant ça, la volonté et la faculté humaine de volonté était placée au même niveau que la faculté rationnelle d'intellection. On présumait que les actes conscients étaient effectués dans un état de complet contrôle de soi, avec les yeux grands ouverts, dans un état de veille. Mais à partir de cette époque, de cette influence électrique du romantisme, avec des gens comme Goethe et Blake, le sujet est comme scindé en deux. Il y a une volonté superficielle qui essaie de respecter toutes les obligations sociales, formelles, toutes les conventions extérieures. Et que dans sa mythologie poétique personnelle, William Blake a attribué un dieu à cette volonté. Il l'a appelé Urizen, U-R-I-Z-E-N, et c'est comme un jeu de mots quasiment lacanien qui veut dire your reason, hein, la raison comme une hétéronymie, hein, l'hétéronymie de la société du contrôle social extérieur. Donc ça, c'est la raison sociale, un terme déjà capitaliste. Et par opposition à ça, on a une volonté profonde, illimitée, incontrôlable, qui constitue une réalité singulière dans chaque être, touchant aux sources profondes de la vie et de l'énergie. Donc on se retrouve avec cette découverte ou mutation anthropologique où la personnalité est scindée en deux moitiés d'origines différentes. L'une est conforme aux critères désuets de l'âge rationaliste, avec les caractères mécaniques ou en fait modernes au sens strict de la galaxie Gutenberg, comme l'appelait McLuhan, c'est-à-dire l'âge de l'imprimé depuis la Renaissance. Et d'un autre, on a une personnalité plus profonde, plus subtile, plus dynamique et énergique qui correspond au nouveau monde électrique, qui a très peu de manifestations quotidiennes, mais qui est déjà là dans les esprits, dans la culture. Hein. Le romantisme, c'est un phénomène électrique mental, en quelque sorte. Et donc, on est déjà dans le domaine, vous l'aurez remarqué, c'est le domaine de l'inconscient, quoi. C'est les forces inconscientes sont celles dont le romantisme était parfaitement au courant. Tout ce domaine nocturne de l'existence qui échappe à notre contrôle, où on est agi par des forces qui nous dépassent et qui sont irrésistibles, dont on ne peut pas vraiment faire le tour, et on est déjà dans le territoire qui sera celui de la psychanalyse. Alors, bon, quel est le rapport donc de l'épistémologie quand même dominante à l'époque à ces nouveaux phénomènes? C'est que les Lumières avaient été une sorte de composé de rationalisme et d'empirisme qui avait voulu expliquer les mécanismes et les principes de fonctionnement de l'état de veille
c'est-à-dire la conscience de soi et le self-control, mais qui, dans cette posture d'analyse, en quelque sorte, ont refoulé, comme dirait Freud, ont réprimé ou ont nié le continent obscur du sommeil et du rêve. Et c'est pour ça que Goya a pu, comme titre d'une gravure célèbre, on peut dire, le sommeil de la raison engendre des monstres. Hein? Il y a un merveilleux double sens, à mon avis. Il y a peut-être un sens conscient, un sens inconscient. C'est-à-dire que, quand la raison s'endort aux commandes, les monstres de l'inconscient prennent le contrôle. Mais il peut y avoir un autre sens aussi, c'est que la raison est elle-même un sommeil qui permet au réprimé de prendre des formes, qui oblige le réprimé à prendre des formes monstrueuses au lieu d'être intégré dans la personnalité. Hein. Alors, à mon avis, cette phrase de double sens de Goya, ça pourrait être la devise du 19e siècle. Bon, et peut-être du 20e aussi. Donc, pour poursuivre dans cette scission de la psyché qui se dessine au cours du 19e siècle, une autre étape importante de conceptualisation, c'est avec Schopenhauer, quand il écrit son traité sur le monde comme volonté et comme représentation. C'est déjà tout un programme. Donc la représentation, on entend bien que c'est selon les coordonnées cartésiennes de la perspective issue de la Renaissance. Alors que la volonté, c'est la force irrépressible de la vie comme un flux d'énergie de nature électromagnétique. Donc le monde comme volonté et comme représentation, c'est un peu le monde selon Maxwell ou selon Newton. Hein. C'est le monde sous un angle électromagnétique ou sous un angle mécaniste, causal. Donc, c'est une conceptualisation qui anticipe d'un siècle les apports psychologiques, épistémologiques et métaphysiques de figures telles que Henri Bergson et Sigmund Freud, parmi tant d'autres. Et donc, on trouve une continuation directe de cette conception de Schopenhauer dans la volonté de puissance de Nietzsche et puis le perspectivisme qui en découle, c'est-à-dire l'ordonnance du réel en fonction de la force vitale comme le véritable centre du sujet et du monde en fait. Donc avec Bergson, on aura plus tard, vers la fin du siècle, cet élan vital comme un fluide individu qui s'oppose à l'intellect qui segmente le temps pour le compter et le mettre à sa disposition. Time is money, comme disait Franklin, ce bourgeois chimiquement pur. Donc une formule où le temps est assimilé à l'espace homogène newtonien quantitatif et s'oppose à la durée hétérogène insécable et fluide sur laquelle Bergson va attirer l'attention. Bergson n'a jamais fait le lien entre cette entité métaphysique du temps vécu, comme il l'appelle, ou enfin comme après lui Minkowski va l'appeler, et les propriétés physiques du champ électromagnétique. Et Freud non plus n'a pas fait le rapprochement. Ces liens apparaissent après coup avec les distances historiques, inscrivant la synchronie de différents ordres de phénomènes dans la diachronie de la longue durée où se meut l'histoire des mentalités, et reliant les phénomènes de la strate supérieure des arts et des sciences à ceux de la strate inférieure des techniques et de l'industrie. Donc sur ce plan-là, une étape importante est franchie en 1860. Beaucoup de phénomènes importants se passent autour de 1860, mais on peut dire que c'est l'émergence dans une pertinence quotidienne de l'électromagnétisme avec la première technologie fonctionnelle basée sur l'électromagnétisme, c'est-à-dire la dynamo inventée par l'Italien Pacinotti en 1860, alors que James Clerk Maxwell publiera ses théories sur l'électromagnétisme en 1873. Donc, une avancée bien au-delà du cadre de la mécanique newtonienne. Désormais, au lieu d'agrégats d'atomes discrets agencés dans l'espace perspectif homogène de la galaxie Gutenberg, donc comme des caractères d'imprimerie, on aura des champs organiquement intégrateurs, donc avec des effets de champ qu'on peut appeler
les Allemands appelleront ça des Gestalt, des figures, des matrices intégratives holistes qui se retrouvent dans tous les domaines, qu'on peut aussi retrouver en art, dès la peinture de Cézanne à cette époque. Donc, en 1866, ça commence à devenir sérieux parce que on a le premier câble de télégraphe transatlantique il faut mesurer la signification de ça. À partir de là, on a de la communication qui franchit la moitié du monde à la vitesse de la lumière. Donc, en pratique, c'est de la communication instantanée. Donc, l'espace de l'Atlantique, le temps vécu sont abolis. On sort de l'espace-temps humain. Donc, on passe dans un régime technologique basé sur l'instantané et qui ignore ou qui réduit à de moins en moins la profondeur et la distance spatiale. Bon, ça a des effets dans les mentalités, clairement, à mesure que les chemins de fer donc, qui sont du régime de la vapeur, bien sûr, les chemins de fer et les lignes de télégraphe transforment le paysage naturel. Disons, le langage spirituel pour évoquer la transcendance a commencé à adopter des métaphores technologiques. L'Américain Emerson voyait les nouvelles technologies comme des expressions d'une nouvelle vision métaphysique. Il disait Our civilization and these ideas are reducing the earth to a brain. See how by telegraph and steam the earth is anthropologized. C'est extraordinaire, comme c'est synthétisé en toutes lettres ce qui se passe. C'est-à-dire notre civilisation est en train de réduire la Terre pour en faire un cerveau unitaire. Donc on parle par le télégraphe et la vapeur, la Terre est anthropologisée. Donc il y a tout le donné de la nature et de la culture est comme subsumé dans une sorte d'unité, d'instantanéité technologique. Et là, il y a les deux, le télégraphe et la vapeur. Donc, de côté, les technologies de l'information, avec le télégraphe, et l'énergie thermique avec la vapeur, les messages codés d'un côté et les pulsions de l'autre. Hein, on arrive déjà à l'épistémologie de la psychanalyse. Donc, pulsion d'un côté et puis des messages codés comme le télégraphe. Donc, mais il y a quand même un certain décalage entre les deux types de technologies. Parce que s'il y a un autre événement très important qui se passe en 1859, donc c'est le premier puits de pétrole commercialement exploitable qui entre en fonction à Titusville en Pennsylvanie. À partir de là, donc on passe de l'ère du charbon à l'ère très rapidement à l'ère du pétrole. Mais dans les deux cas, pour l'ère industrielle, on a affaire à une énergie fossile qui paraît inépuisable, donc qui impose l'idée d'une sorte de réserve indifférenciée d'énergie qui peut être déployée selon notre volonté, c'est-à-dire l'idée du monde comme ressource. Le monde n'est plus trouvé comme une sorte de vaste composé organique où on aurait sa place, mais comme la société avait été transformée par la société de marché, le monde entier devient une ressource mobilisable et dont l'énergie peut être orientée au gré de l'opérateur. Hein.
de l'humanité en l'occurrence, avec ce paradigme d'infinité, c'est-à-dire que l'ensemble du monde matériel est en principe mobilisable pour être mis à la disposition d'une humanité unie par cette faculté de contrôle. Donc c'est la notion de la place de l'homme dans l'univers qui se met en place à ce moment-là. Et on peut opposer ça, donc ça, ces énergies fossiles, aux énergies solaires, à l'énergie solaire du monde agraire. Donc, évidemment, c'est sûr, les plantes fonctionnent directement à l'énergie solaire. Mais qu'est-ce que les énergies fossiles? C'est la version zombie de ces énergies solaires, en quelque sorte. Ce sont les énergies solaires végétales ou animales devenues mortes et transposées du ciel sous la terre. Hein. C'est dans le monde souterrain. C'est l'inconscient géologique. On passe du domaine de la solarité et de la vastitude de l'esprit conscient à des profondeurs qui forment une vaste réserve d'énergie potentiellement dangereuse, mais en même temps qu'un tel pouvoir que c'est absolument fascinant et qu'on ne songe qu'à pouvoir les mobiliser de la façon qui va favoriser le pouvoir et le développement humain. Donc, on passe donc du soleil clair à l'or noir. Donc, c'est une sorte d'inversion de la forme première de l'énergie qui passe de la vastitude céleste à des recès souterrains. Et ça aussi, c'est le mouvement que va parfaire, disons, le paradigme psychanalytique, quoi, que finalement l'être humain est composé en fait pour une part essentielle de processus souterrains d'où viennent en fait l'énergie à laquelle il carbure, pour employer un terme énergétique approprié. Donc, avec ces énergies fossiles extrêmement performantes, on a un coût nul du transport, ce qui veut dire une expansion indéfinie des possibles, le remplacement et l'exclusion des animaux, et notamment de la cavalerie et a fortiori de la chevalerie. D'ailleurs, à ce propos, j'aime l'écrivain allemand Ernst Jünger a vu une observation pénétrante dans son journal en 1944. Il voyait des batailles aériennes au-dessus de l'Allemagne, puis il disait que le monde qui avait produit ces guerres totales du 20e siècle, en fait, c'était tout ce monde donc bourgeois du 19e avec ces rois, ces princes qui étaient eux-mêmes des bourgeois plutôt que les dernières fleurs de la chevalerie occidentale. Et il disait ça en se remémorant une visite à un bordel parisien où on montrait fièrement une espèce de machine dont se servait le roi d'Angleterre, Édouard VII, pour monter les dames en tout confort malgré ses maux de dos. C'est-à-dire cette mentalité qui mécanise même les fonctions génitales. Pour lui, Jünger faisait un lien entre ça et le déploiement de la guerre totale. Bon, ça c'est le genre de raccourci saisissant que j'apprécie à l'échelle où j'essaie d'entrevoir ces phénomènes. Donc, la disparition de la chevalerie, parce qu'il y a disparition des chevaux, implique une mobilisation totale qui va mener aux guerres totales par l'industrie. La notion de la part de l'animal là-dedans, qui aussi concerne la part de l'animal en l'humain, est pas vraiment négligeable. Pour ça, je voudrais m'y attarder un peu. Parce qu'à cette époque, donc du 19e siècle, les abattoirs consomment l'excédent d'énergie animale
comme des machines de sacrifice sans aucun rituel. Au même moment où on a les guerres modernes qui commencent à apparaître comme des boucheries de chair à canon. C'est Napoléon qui a fait construire les premiers abattoirs publics en 1807. Le baron Haussmann a fait construire les abattoirs de la Villette en 1867, la même année que la première exposition universelle à Paris. Mais même ces immenses abattoirs de Paris, ceux de Chicago et de Cincinnati en traitaient la production annuelle en un jour. Donc mais tout ça, ça se produisait en même temps que surgissait une nouvelle pitié pour les animaux domestiques, comme en compensation. On commençait à s'inquiéter des chevaux urbains. On a vu les premières lois de protection des animaux. Alors que les chemins de fer eux-mêmes étaient inspirés des wagonnets tirés par des chevaux dans les mines. Donc, de loin à loin, on arrive aux chevaux vapeur, hein, dans les trains, dans les voitures, dans les machines. La force animale se vaporise. Et donc, et en même temps, la vapeur garde la trace de l'animal qui le remplace. Je parlais de la guerre moderne. On en prend conscience comme une sorte de boucherie industrielle, elle aussi, à la même époque. Henri Dunant, à la bataille de Solferino, qui est le commencement de la fin pour l'Empire autrichien. C'est Henri Dunant, donc c'est devant l'étendue de la misère des soldats dans les champs de bataille à une telle échelle, avec la nouvelle efficacité des armes, qui songent à avoir un organisme neutre qui va aider tous les blessés de quelque camp que ce soit. Donc l'idée donc d'une démarche humanitaire qui indépendante des allégeances politiques surgit au même moment où les guerres nationales prennent des dimensions industrielles et bientôt planétaires. La Croix-Rouge. Hein? La Croix-Rouge, oui. D'autres paradoxes significatifs de la même époque. Les poèmes de guerre de Walt Whitman pendant la guerre de sécession marquent la même prise de conscience auprès des blessés. Et justement, la guerre de sécession, c'est une sorte de guerre mondiale dans un seul pays, quoi. Mais à l'issue de cette Première Guerre mondiale, il y a des évolutions juridiques extrêmement suggestives qui se passent. Bon, bien sûr, on s'est résolu au milieu de la guerre à abolir l'esclavage. Donc, après la guerre, on donne aux esclaves le statut de personne. Bon, ils cessent d'être des esclaves, deviennent des personnes. Mais au même moment, les corporations deviennent aussi des personnes. Alors, il ne faut pas se leurrer. L'esclavage, c'était la forme exacerbée d'un mode économique périmé que le Nord industriel a balayé, mais en imposant son propre paradigme. Bon, alors, donc on avait des êtres humains qui n'avaient pas le statut de personne. Au moment où eux l'acquièrent, sans changer beaucoup de position sociale en passant, ce qui n'était pas humain a le statut de personne, c'est-à-dire des entités juridiques et managériales dont la seule fonction, c'est de produire des quantités de capital sans aucune considération éthique ou politique. Et ça a le statut de personne. De personne morale. Et donc, c'est une évolution qui s'est poursuivie jusqu'à nos jours, puisque depuis quelques années, même ces personnes morales, que sont les corporations aux États-Unis, ont
ont des droits civiques d'investir comme ça leur chante, de financer comme ça leur chante les campagnes électorales, etc. Donc, avec une disproportion avec les personnes mortelles qu'on imagine. Donc, le point de vue anthropologique, je trouve ça extrêmement suggestif. Donc, finalement, c'est la capacité de mobilisation qui fait la personne. Et comme dans d'autres situations anthropologiques, des animaux, des objets ont pu avoir un statut moral de personne. Dans notre situation anthropologique, ce sont des entités juridiques capables de mobiliser le monde et qui s'appellent les corporations, qui ont ce statut et ce pouvoir. Ce sont nos dieux, en quelque sorte. Donc, pour revenir aux énergies fossiles, donc ces énergies fossiles du sous-sol qui sous-tendent tous ces développements, c'est un peu une sorte de subconscient géologique où les organismes morts du passé ont remplacé les animaux vivants et les humains actuels. Le futur carbure au passé dans cette nouvelle économie. Mais en même temps, on a une renaissance des animaux éliminés de la vie quotidienne, ou de la vie pratique en tout cas, dans la SPCA, la publicité, qui humanise les animaux, les jouets avec le teddy bear qui apparaît en 1906, les animaux domestiques là, qui deviennent porteurs de symptômes et de projections. Les zoos qui exhibent les derniers spécimens de leur espèce et autres fossiles vivants. On est dans le régime du fossile avec la modernité industrielle, que ce soit les fossiles végétaux enfouis ou les fossiles vivants que deviennent des espèces animales. Peut-être la nôtre aussi d'ailleurs. Donc le fossile devient source de pouvoir énergétique et bientôt de savoir scientifique. Convergent dans la domination d'un monde fini comme ressource d'un progrès infini, dans une assertion cumulative sans fond et sans fin, dans laquelle on aura reconnu l'évolution. Hein. Parce que 1859, évidemment, c'est aussi l'apparition de l'ouvrage de Darwin sur l'évolution des espèces, qui exprime une vision qui se rattache clairement au présupposé libéral, un pragmatisme du one best means. Hein, donc, le survival of the fittest, c'est en étroite consonance avec l'impératif capitaliste de performance et l'impératif technique d'efficacité. Et ça devient le nouveau paradigme de la vie elle-même à ce moment-là. Ça se traduit d'ailleurs dans les débuts de la psychologie scientifique. On trouve il y a du darwinisme, de la transposition du darwinisme dans un darwinisme social tant chez Théodule Ribot que chez Herbert Spencer. Donc un darwinisme social qui alimente l'imaginaire de l'impérialisme des puissances coloniales. Ou le survival of the fittest, ça veut dire la domination planétaire des puissances industrielles occidentales. Donc, et par rapport à ça, il y a le contre-feu des premiers maîtres du soupçon, comme Marx et Nietzsche, qui opposent à cet utilitarisme généralisé la notion du don généreux d'une nature humanisée pour Marx ou d'une culture biologisée chez Nietzsche. Alors d'un côté, Nietzsche va jouer les élites contre le nationalisme des masses et Marx va jouer les masses contre l'impérialisme des États. Alors chez Marx, on a donc la notion d'une société objectivement naturelle, la société comme un prolongement de la nature, où le symbolique aliénant est remplacé par un processus technique opératoire comme fin en soi et la réalisation de l'esprit de la matière. On pourrait dire de la mater. C'est aussi la matière et la mer,
beaucoup des mêmes propriétés qui englobent tout dans une unité immanente retrouvée. Alors ici, dans ce régime, la nécessité devient liberté collective du genre humain, de l'humanité en tant qu'être générique, en tant qu'espèce transcendant les individus, où la société égale la nature. Donc, finalement, toute la force évolutionniste de la vie se concentre à la fine pointe du développement historique, c'est-à-dire dans la société industrielle. Donc, comme le déploiement immanent de l'idée présente dans le fait matériel du monde. Donc, on arrive à une sorte d'eudémonisme impersonnel, la recherche d'une sorte de bonheur objectif dans le développement de la société industrielle. Alors que chez Nietzsche, la culture devient une invention de la vie qui comme la vie est d'une hétérogénéité foisonnante, avec la gratuité de l'amor fati, l'amour du destin, comme liberté intérieure tragique de l'homme supérieur, dans un esthétisme subjectif de la différence en pure perte. C'est-à-dire une sortie de toute visée utilitariste comme celle qui domine le monde bourgeois et une fois collectivisée aussi les visions socialistes comme celle de Marx. Donc tant le genre humain selon Marx que la surhumanité selon Nietzsche ont tendance à s'opposer aux êtres humains concrets. Et pourtant, la nation, telle qu'elle va être mythologisée vers la fin du 19e siècle, va avoir à la fois des traits de cette humanité générique, fut-elle réalisée dans un seul pays à la fois, ou du surhomme héroïque. Donc, ces imaginaires-là vont converger sur l'entité collective de la nation. La nation, qui est ce nouveau régime social où on sort de la mixité arbitraire des communautés enchevêtrées qu'avait toujours connu l'Europe, à une sorte d'homogénéité linguistique et culturelle obligatoire, telle que requise par l'économie industrielle et l'État moderne, où il faut que la force de travail, tout le monde puisse communiquer et elle est et travailler aux mêmes machines avec les mêmes standards. Donc, il faut que tout le monde soit alphabétisé et puisse être mis au fait des dernières évolutions des technologies sur lesquelles il travaille. C'est l'impératif économique derrière l'émergence des États-nations unitaires, homogènes, modernes. C'est l'unité l'homogénéité du marché du travail qui est nécessaire pour le déploiement de l'industrie, dont a besoin aussi l'État, qui aussi pour son propre développement bureaucratique a besoin de citoyens uniformisés. Et dans ce contexte-là, par exemple, les formes concrètes de diversité communautaire vont prendre un caractère obscène et indésirable. Bon, on pourra lire dans les écoles françaises interdit de cracher et de parler breton. Hein? Les cultures locales communautaires vont devenir quelque chose d'obscène, qu'on va essayer de remplacer par des formes standardisées à l'échelle nationale ou sur lesquelles transposer les anciennes affections communautaires, mais à une échelle qui est celle de la généralité abstraite que commande l'imaginaire bourgeois. Donc, dans ce régime-là, finalement, qui est un peu évidemment, il ne faut pas oublier qu'on est quand même au 19e siècle dans cette situation qui, politiquement, est encore en gros celle de l'Ancien Régime. Les formes d'autorité sont celles, en gros, de l'Ancien Régime, même si le contenu social est bourgeois et post-révolutionnaire. Donc, mais vers durant le dernier tiers du siècle, même la deuxième moitié du siècle, cette mutation fascinante, qu'il y a une sorte de convergence entre les États dynastiques et le mouvement moderne bourgeois sous la forme du nationalisme, c'est-à-dire que
les princes deviennent des agents du nationalisme moderne. Donc, chacun y trouve son compte. Les bourgeois trouvent l'État déjà constitué avec un certain prestige, et les princes peuvent enfourcher enfin, prendre le train en marche de la modernité. Donc, on a une fusion de mouvements qui s'opposaient au début du siècle. C'est-à-dire que, bon, par exemple, la Prusse et le Piémont qui vont se mettre à la tête respectivement de l'unification allemande et italienne durant la deuxième moitié du XXe siècle, avaient été, bon, des puissances réactionnaires de la Sainte-Alliance qui s'étaient opposées frontalement aux mouvements nationaux durant les révolutions libérales de la première moitié du 19e siècle, comme en 1848 encore. Donc, il y a tout un chemin parcouru, ne serait-ce que par la Prusse, en 10 ans, de 1848, où le roi de Prusse a refusé la couronne impériale d'Allemagne que lui offraient les révolutionnaires allemands, parce qu'il disait que ça revenait à l'empereur en titre qui était celui de Vienne. Et 10 ans plus tard, Bismarck est arrivé entre-temps, qui n'a absolument rien de démocrate, mais qui a vu le profit qu'il pouvait tirer pour son prince du mouvement national allemand, donc qui a pris la tête du mouvement et qui a capté les forces sociales les plus diverses et a pu les rallier autour de cet objectif d'unification nationale, comme le Piémont avec Cavour l'a fait en captant avec des alliances un petit peu contre nature un mouvement républicain qu'avait initié Garibaldi, bon, qui lui a accepté de faire cause commune avec une maison princière pour créer un royaume unitaire d'Italie, donc avec l'appui de l'Allemagne. Donc il y a une sorte de reconfiguration autour des années 60 qui se fait en somme contre l'Empire autrichien. Et ça nous rapproche tranquillement de Freud. Je ne sais pas dans quelle mesure je vais avoir le temps de parler de ça aujourd'hui. Pas mal. OK. Une date... Oui? On pourrait réserver une période de questions, peut-être. Oui. Oui, parce que ça va changer de nature. Je vais avoir de l'histoire plus classique après ça. Qu'est-ce qui se passe en Autriche du vivant de Freud? Alors là, j'ai fait des sortes de synthèses assez audacieuses à grande échelle. C'est vrai que ça peut être un petit peu essoufflant, oui. Oui. En tout cas, bravo, vraiment. Impressionnant. Merci. On se donne peut-être encore un petit quart d'heure de présentation, puis on fait une demi-heure de... Oui, moi j'avais prévu comme 2 heures de cours, là, mais bon. Ça pourrait être un peu trop. Oui, bon, OK. Alors, comment... je fasse le point, là, comment je vais structurer mon affaire. On faisait une pause, 5 minutes, puis après, on peut filer. Je pourrais encore. Vous êtes capable d'en prendre un temps? Oui. Ben, je pense que 2 ans, encore 2 ans? Non, est-ce que vous êtes prêt à compléter les 2 heures de cours là, avec un cours sans période de discussion? Oui, ben oui. Oui, c'est bon? Oui. OK, parfait. Vous avez peur pour votre heure? Non. Oui, c'est ça, on peut prendre... Ouais. Ouais. Sans pause. On compléterait jusqu'à 8 heures sans pause, c'est ça que tu veux dire? Comment? Sans question. OK, j'en avais compris. On filerait après jusqu'à 8 heures sans question. Oui, OK. c'est ça. D'accord. Oui, bien. Les bases vont se poser, là. Il y aura des occasions d'y revenir. En tout cas, d'intégrer, premièrement. Quand vous parlez, je voyais comme la ligne du temps. Tu sais, l'ère de bronze. Oui, c'est ça. Parce que moi, ça me faisait des... Ben, c'est clair. Oui, là, on parle de la sortie du néolithique, là. Hein? C'est ça qu'on parle. C'est ça notre époque. Oui. On laisse...